Hello, bienvenue dans une vidéo de moi qui parle de ce que je veux en faisant du tricot. Ma dernière vidéo, je l'avais fait sans me filmer, en filmant que mes mains et puis en parlant en voix off à côté parce que bon, déjà j'étais malade, mais ensuite j'ai un tricot qui est un peu compliqué et c'est difficile de se concentrer et de parler et de tricoter en même temps. Mais en fait, je me suis rendu compte que en fait, ça avait beaucoup plus d'avantages, notamment au montage où j'ai pas eu trop à monter parce que j'avais pas à couper tous mes et donc je me suis dit que en fait j'allais un peu changer le format de ma chaîne. Après le truc c'est que cette chaîne YouTube elle n'a pas une ambition d'être très cohérente. J'ai tendance à faire des vidéos un peu quand je veux, quand j'ai des choses à dire et puis sinon je me filme pas et je fais pas de vidéos. Mais à vrai dire, si vous passez par là et que vous connaissez ma chaîne et tout ça, je veux bien un peu votre avis sur ce qui vous plaît moins, puisque je sais pas trop où l'amener cette chaîne, parce que c'est vraiment, vraiment je parle de ce que je veux, donc ça va continuer, j'ai toujours continué à parler de ce que je veux, mais ça m'intéresserait d'avoir votre avis un peu sur ce que j'ai fait ces dernières années, parce que voilà, je suis assez curieuse. Donc, ça c'était une première annonce, mais le sujet de cette vidéo, c'est que, en fait, au mois de janvier et février, j'ai lu pas mal de livres et je voulais en parler parce que c'est un truc que j'aime bien. C'est un peu critiquer les bouquins que j'ai lus. Et donc, voilà, ça va être juste, je vais prendre les livres que j'ai lus de manière chronologique depuis le 4 janvier très exactement. Et puis ensuite, et voilà, je vais donner mon avis et je vais vous dire si je vous les conseille ou pas. Le premier livre que j'ai en fait fini le 4 janvier, c'est Le Maître et Marguerite de Bulgakov. C'est un peu un grand classique de la littérature russe soviétique, parce que c'est pendant l'URSS. Et je l'avais déjà lu quand j'étais assez jeune, je pense au lycée, ou alors, oui, je pense que c'était au lycée que je l'ai lu, je pense. Et en fait, ça fait partie de cette décision que j'ai prise récemment de relire des choses qui m'ont plu. Et de ne pas faire la course à lire tout de suite un truc nouveau et d'avoir le droit de temps en temps de relire les choses, les livres qui m'ont plu il y a longtemps. Je ne sais pas si pour vous c'est comme ça, mais moi j'ai toujours cette impression qu'il y a tellement de livres dans l'univers, il y a tellement de choses à lire intéressantes que pourquoi perdre son temps à relire des choses qu'on a déjà lues. Et puis il y avait aussi ce côté où quand j'étais adolescente, je lisais vraiment en boucle les mêmes bouquins, notamment Harry Potter, je les relisais en boucle, ou Ewilan ou Tara Duncan, ces grandes séries de livres pour ados. Et pour moi, relire les mêmes choses, c'était aussi un peu un truc un peu infantile, un peu adolescent. Non, moi je ne relis pas, je lis. Et récemment, en fait, j'ai lu Orgueil et préjugés parce que pour une raison, en fait, pour un article de blog, parce que j'ai aussi un blog où j'écris ce que je veux de temps en temps. Et donc, je me suis rendu compte à quel point ça faisait plaisir de relire un peu ces classiques, un peu ces chefs-d'œuvre de la littérature. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas me mettre au Maître et Marguerite. Et en effet, c'était un très grand plaisir pour moi de relire Le Maître et Marguerite. Déjà parce que j'ai acquis pas mal de connaissances sur la Russie soviétique, donc ça me permettait d'avoir une lecture plus attentive à ce genre de détails. Les notes, c'est très important de lire Le Maître et Marguerite avec des notes, parce qu'en fait, il y a plein de double entendres, il y a plein de références à cette période assez compliquée stalinienne. Et c'est pas mal comme ça de relire avec beaucoup d'attention un livre qui fait référence à ces petites choses qu'on laisse passer en première lecture. C'est un livre qui est magnifique et c'est un livre qui est très impressionnant parce que Bulgakov était persuadé qu'il ne serait jamais édité à cause de la dictature stalinienne. Et donc il écrit avec une liberté totale. Et c'est assez impressionnant parce que ça part un peu dans tous les sens. Il y a une certaine forme d'ésotérisme, de mystique très impressionnante et en même temps un réalisme très fort aussi, un aspect un peu comique qui est très beau en même temps. Et ça m'a vraiment impressionnée. Je me souviens quand j'étais ado et encore aujourd'hui quand je l'ai relu, ça m'a beaucoup plu. C'est l'aspect où Marguerite, au beau milieu du roman, est en fait
toute nue, invisible, au beau milieu de Moscou, en train de voler sur son balai. Et j'ai ce souvenir de cette image-là qui est très forte et qui m'avait beaucoup plu et qui m'a encore plu là, cette fois-ci. Il y a un aspect qui est très émouvant, c'est qu'il y a une note de bas de page qui dit que en fait, c'est des extraits qui ont été tapés à la machine par la femme de Bulgakov et qui sont en fait... qui racontent la mort du maître, donc le maître étant un écrivain, dans les bras de Marguerite, qui est donc sa maîtresse, quoi, sa femme. Et j'arrive pas à imaginer ce que ça a dû être pour la femme de Bulgakov de devoir écrire elle-même ces passages dictés par son mari. C'est très, très beau, très, très émouvant, c'est toute une réflexion sur la mort et l'au-delà. Non, bref, c'est un chef-d'œuvre, il n'y a rien à dire, ça m'a fait vraiment très plaisir de le revoir. Et aussi, un dernier point, c'est qu'en fait, il y a une réécriture de la Passion du Christ du point de vue de Ponce Pilate, et donc il se passe à Jérusalem. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais en Israël, donc je suis allée à Jérusalem, je pense, 3-4 fois. Ça m'a beaucoup plu de voir Jérusalem dans les mots de Bulgakov, étant donné que je voyais Jérusalem sous mes yeux en même temps. Donc ça, c'était... super. Donc oui, je vous recommande, mais enfin bon, vous n'avez pas besoin de moi pour vous recommander ça. C'était une très belle lecture pour commencer l'année et je regrette pas du tout. Après, j'ai lu Spare, mais je ne vais pas vous en parler parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc allez voir cette vidéo, elle est rigolote. Ça fait partie de mon Bad Book Club. En fait, c'est marrant parce que autant Le Maître et Marguerite, il y avait cette idée de relire... des livres qu'on a déjà lus et qui nous ont plu dans un petit côté péché mignon. Autant ce Bad Book Club, donc lire des livres où on sait que ça sera mauvais. Et il y a aussi un plaisir qui est rigolo, qui est le plaisir du hate reading, quoi, si on devait le dire en anglais, je sais pas comment on pourrait le dire en français, mais le plaisir de lire un truc mauvais et de le critiquer, c'est quand même assez marrant et ça décomplexe en fait pas mal la lecture parce qu'on n'est pas obligé de lire tout le temps des trucs vachement bien, des chefs-d'œuvre. On peut parfois se faire plaisir à lire des trucs un peu mauvais. Ça donne mauvaise conscience d'être mené par ses bas instincts, mais en fait ça permet, moi ça m'a fait lire beaucoup plus parce qu'en fait j'avais beaucoup moins ce côté ah bah non je vais pas lire ça, je vais pas lire des livres que j'ai déjà lus, je vais pas lire des livres qui sont mauvais. Là j'ai l'impression que ces deux idées que j'ai eues sur ma lecture étaient vraiment bonnes. Donc j'ai lu un livre qui est vraiment pas mal à la place, qui s'appelle Lessons in Chemistry de Bonnie Garmus. Ça suit une femme chimiste dans les années 50 qui, en fait, à qui on va mettre des bâtons dans les roues parce que c'est une femme dans les années 50 et non, on n'a pas envie qu'elle devienne scientifique. Et en fait, on va suivre ces histoires un peu absurdes d'une femme extrêmement intelligente qui devient présentatrice d'une émission culinaire, un peu par hasard, et qui va en fait changer les mentalités à travers son émission de cuisine. Et ça m'a bien plu, c'est une lecture assez légère, ça donne un peu la pêche, c'est vrai, mais je pense qu'à la fin de la lecture, j'étais un peu agacée. Je pense parce que je n'aime pas les héros qui ont toujours raison. Et en fait, c'est une femme qui a toujours raison sur tous les aspects possibles, et pas seulement féministe, elle n'est pas en avance sur son temps par rapport aux années 50, mais surtout sur la religion, le fondamentalisme, sur l'homosexualité, sur le rapport des hommes à leurs enfants, sur le sport. Enfin, on a l'impression que c'est une femme un peu surpuissante qui vient des années 2020 et qui serait catapultée dans les années 50. Et donc ça, c'est un peu agaçant parce que moi j'aime pas les héros qui sont trop parfaits. Et elle avait un côté un peu trop parfaite. Elle est extrêmement brillante, son mari est extrêmement brillant, sa fille est extrêmement précoce.
Et non seulement sa fille est très précoce grâce à la meilleure éducation qu'elle a pu lui donner parce que c'est une femme brillante, mais même son chien est brillant. Genre son chien commence à comprendre beaucoup plus de mots que n'importe quel chien peut comprendre, au point où en fait il est quasiment aussi intelligent qu'un humain. Et ça aussi, là, c'est bon. Hein. Il y a un moment, même ton chien est vraiment stylé, là je lis plus, je ferme le livre. Et ils sont tous très inadaptés, mais pas parce qu'ils sont nuls, mais à l'inverse, parce qu'ils sont trop bien pour ce monde, et ils sont trop stylés. Et moi, j'aime pas trop cette idée-là que de personnages un peu surhommes, surfemmes, parce que ça donne j'aime bien les personnages un peu humains, quoi, en fait, c'est tout simplement. J'aime la littérature dans le sens où elle est humaine, et là, c'était un peu regardé Superman et Superwoman, quoi, et donc c'était un peu agaçant finalement. Mais c'est une bonne lecture, assez rafraîchissante, assez marrante. En fait, Bonnie Garmus, elle était copywriter, donc elle travaillait dans la publicité avant, ce qui se ressent un peu. Elle a le sens de la formule, son écriture est très légère, je l'ai lu en anglais, mais c'est très sympa. Donc je vous conseille, si vous avez besoin d'un petit truc comme un peu rafraîchissant, et si vous n'êtes pas comme moi à rechercher des personnages humains, si ça vous va de voir des gens un peu extraordinaires, et ben ça pourrait vous plaire. Ensuite, dans le cadre du Bad Book Club, j'ai lu My Body, qui est une sorte de recueil d'essais, enfin des mémoires en forme de recueil d'essais de l'actrice et mannequin Emily Ratajkowski, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a été l'une des jeunes femmes toutes nues dans le clip Blurred Line de Robin Thicke, mais maintenant c'est une femme qui a énormément de followers sur Instagram, qui est mannequin pour des grandes marques, qui est égérie, je crois, de Versace, Kerastase et encore 2-3 autres marques. Et je pense qu'elle a aussi sa marque de maillot de bain. Et pourquoi elle a une marque de maillot de bain? Parce que c'est l'une des femmes les plus belles au monde. Elle a cette beauté extrêmement conventionnelle d'être à la fois grande, d'avoir un peu des hanches et des seins. Elle est extrêmement désirable, elle a des lèvres charnues. Elle n'est pas mannequin dans le sens, comment dire, les mannequins qui font un peu peur, qui sont très grandes et très maigres. Elle a ce côté très féminin. Et elle parle de son corps, My Body. Et je l'avais lu en me disant, oh là là, des mémoires d'une mannequin, ça va être bien nul. Et ben pas du tout, c'était super. C'était vraiment très impressionnant. Alors évidemment, il y a des défauts, hein. Je dis pas que c'est Kant. Mais je dois avouer que ça m'a beaucoup marqué sur ce qu'elle décrit de l'industrie du mannequinat, comment ça marche, ce qu'elle décrit des abus, notamment des abus qu'elle a vécu elle-même. Alors si vous ne voulez pas lire des passages sur du harcèlement sexuel et sur des viols, ne lisez pas My Body parce qu'elle est victime de tout ça. Et ça m'a donné une autre vision de cette femme que je voyais que à travers son corps, évidemment. Et donc ça m'a vraiment fait réfléchir sur aussi mon propre corps de 1m59 et on va dire, je pense, quelques kilos en plus. Et donc je le conseille parce que ça donne à réfléchir. Quand bien même, parfois c'est un peu agaçant parce que c'est comme c'est dur, comme ça doit être dur d'être aussi belle. Ah là là, c'est terrible, c'est vraiment trop dur d'être belle. Ça, c'est un peu agaçant, mais en même temps, finalement, on l'a plaint autant dans Spare avec les histoires du mémoire du prince Harry. Je disais dans la dernière vidéo que moi j'avais du mal à avoir de l'empathie pour lui malgré le fait qu'il était clair qu'il avait subi des situations inacceptables. Autant j'ai beaucoup plus d'empathie pour Emily Ratajkowski justement parce que elle écrit mieux, elle a un peu plus de réflexion. En fait, je pense que ce qui est vraiment intéressant par rapport à Spare, qui sont en fait deux mémoires de gens qui sont à la fois très privilégiés, mais qui en même temps subissent les conséquences de ce privilège au sein d'un système, c'est que à la fois Harry est toujours en train de dire regardez ce qu'ils m'ont fait, regardez ce qu'ils m'ont fait, regardez comment je suis la victime de ce système, alors que Emily Ratajkowski, elle, est
plus nuancée et montre en fait à quel point elle a participé au système et à quel point elle a essayé à en bénéficier et à en bénéficier financièrement en fait. Elle a gagné plein d'argent grâce à son corps et grâce à l'objectification et grâce à cette demande quoi, de femmes très belles dans les médias. Et donc c'est plus nuancé et rien que pour ça je trouve que c'est bien meilleur que Spare. Mais en plus de ça, il y a aussi cette idée qui en fait je pense touche n'importe quelle femme de profiter des aspects galants du patriarcat. Je sais pas, ça c'est aussi simple que d'aller en boîte alors que c'est gratuit pour les femmes, ou profiter du fait qu'on est belle, si on est belle, ou ce genre de choses, ou se profiter de la séduction qui peut s'imposer. Et elle parle de ces choses-là, mais à l'extrême, parce qu'elle est dans un système basé sur la beauté, où elle va bénéficier de sa beauté, et basé sur un machisme où elle se dit « non, moi je suis féministe parce que je profite finalement de la bêtise des hommes ». Et c'est assez frappant parce que c'est assez nuancé, elle dit pas ça dans ces termes exactement, elle montre un peu les pour et les contre, elle montre aussi sa propre évolution à travers le temps, vis-à-vis de ce système. Alors que bon, le prince Harry, c'est un peu, bon allez, ciao, je me barre, par contre j'aimerais bien garder ma sécurité. Là, on voit qu'il n'est pas dans une réflexion aussi nuancée, on va dire. Mais c'est marrant de faire le point commun entre ces deux personnes, parce que finalement, ils ont beaucoup de points communs. J'y avais pas pensé avant de filmer cette vidéo, mais voilà, je suis arrivée à cette conclusion. Tout n'est pas bon, il y a certains essais qui sont pas ouf. Puis un dernier point qui est assez impressionnant, c'est le rôle de ses parents. Alors elle ne pointe jamais du doigt ses parents, mais il est clair que ses parents ont eu un rôle à jouer, parce qu'elle a commencé à travailler à 13-14 ans, et ses parents ont laissé faire comme ça, ce côté où elle n'est même pas mature émotionnellement ou même physiquement, que déjà elle est dans cette industrie qui va la harceler, qui va lui faire du mal. Donc moi j'ai tendance à dire, si vous êtes parents, écoutez-moi, ne mettez pas vos enfants en agence de mannequinat à 14-15 ans, c'est vraiment pas une bonne idée. Ensuite, juste après ça, c'est marrant, c'est donc My Body et La vie devant soi, c'était dans le chemin du retour, donc je l'ai lu à l'aéroport et puis dans l'avion. Donc La vie devant soi, c'est de Romain Gary, mais en tant qu'Émile Ajar, c'est son pseudonyme. Je l'ai lu, je crois, quasiment d'une traite, ou peut-être en 2 jours. Et c'est terrible ce que je vais dire, parce que j'ai l'impression de renier ma famille, mes origines, tout ça, mais en fait, ça m'a pas tant plu que ça. Alors pourquoi je dis que je renie mes origines, c'est pas du tout. C'est que ma grand-mère, quand elle a commencé à un petit peu décliner, a commencé à confondre son oncle et Romain Gary. Donc elle était persuadée que Romain Gary était son oncle. Donc j'ai décidé que Romain Gary était mon grand-oncle. Hein. C'est comme ça, on ne fait pas les règles. Donc j'ai lu La vie devant soi, qui parle d'un enfant de prostituée qui est recueilli par une femme qui gère une sorte de pension pour enfants de prostituées. Et donc cette femme est une rescapée d'Auschwitz et ce gamin est un adolescent musulman, donc Momo ou Mohamed. Et c'est leur vie à travers les yeux de Momo. L'écriture est très très belle, à la fois drôle et en même temps poétique. Il reprend les mots des gens autour de lui, donc on voit un peu, c'est très couleur locale, ça se passe à Belleville, c'est très vivant. Il n'y a pas une immense histoire, il n'y a pas un récit très fort, c'est vraiment très atmosphérique, quoi. Il ne se passe pas grand-chose, mais enfin, il y a quelques grands moments forts évidemment, mais c'est pas une grande intrigue. Et je pense que ce qui m'a pas plu, alors voilà, c'est terrible, mais plus je vieillis, plus j'ai des critères dans mes lectures, mais j'aime pas trop les livres à hauteur d'enfant en fait. J'aime pas le côté, on va utiliser un enfant et son œil un peu neuf, un peu gentil, naïf, nouveau sur le monde pour décrire en fait des siècles et des siècles de, je sais pas, de racisme, d'antisémitisme, je sais pas comment dire ça, des siècles de machisme, et notamment envers les femmes, les travailleuses du sexe.
Et donc, ça, c'est un peu le côté oh, mais moi je comprends pas, les gens sont méchants, ou ah, moi je sais pas ce que ça veut dire, juif. Oh, donc, il est un peu. Enfin, en plus de ça, il est totalement desco et il va clairement pas à l'école. Et donc, il est totalement perdu et il regarde le monde à travers ce côté un peu naïf, un peu l'être personne, quoi. Mais oh, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et je dois avouer que ça me... Je sais pas pourquoi. J'ai un cœur desséché. Les enfants, le point de vue des enfants ne m'intéresse pas. En fait, je suis persuadée que les enfants voient pas la vie comme ça. Je pense que c'est juste ça. J'ai l'impression qu'on invente la naïveté des enfants, mais que les enfants sont pas naïfs, ils comprennent très bien ce qui se passe autour d'eux. Mais bon, c'est peut-être mon point de vue personnel. Ensuite, j'ai lu Le Mage du J'ai lu Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli. Donc c'est écrit en français, je crois. Et je l'ai lu assez rapidement aussi. C'est un livre qui décrit l'arrivée au pouvoir de Poutine et en fait toute la période de Poutine, enfin tout le règne de Poutine jusqu'à l'Ukraine, à travers les yeux d'une sorte d'entité grise, de directeur de la communication, je crois fictif, je pense fictif, qui va décrire son rapport au tsar, donc Poutine sera nommé le tsar, et à travers ça, une sorte d'histoire de la Russie contemporaine. Alors c'est un super bouquin, très sympa, mais c'est un bouquin documentaire, dans le sens où on va découvrir qui est Poutine, c'est pas de la fiction, enfin si c'est de la fiction dans la manière dont c'est écrit, mais c'est la réalité qui est décrite sur Poutine. Et manque de bol, j'avais regardé un reportage sur Poutine il y a un mois ou quelques mois sur Arte. Et donc j'étais un peu déçue parce que je connaissais déjà la plupart du truc et donc j'étais pas en train d'apprendre quoi que ce soit. Et l'un des grands plaisirs de ce bouquin du Mage du Kremlin, c'est de découvrir en fait qui est vraiment Poutine, qu'est-ce qui l'a poussé à attaquer l'Ukraine, ce côté un peu chaotique qu'il cultive. Et le truc, c'est que j'étais déjà au courant. Donc je suis passée un peu à côté du plaisir de la découverte. Mais c'est un livre qui, en plus, autour de moi, tout le monde l'a vraiment apprécié. Donc c'est vraiment un bouquin sympathique. Mais moi, je suis un peu passée à côté, justement, à cause de ce côté découverte. Découvrir qui est Poutine. Et je suis là, moi, je sais, c'est bon. Il y a en plus de ça toute une réflexion sur le pouvoir, comme qu'est-ce que c'est que le pouvoir, les effets du pouvoir sur les gens. Et je trouve que je suis pas vraiment assoiffée de pouvoir. Le pouvoir, c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse. Et donc, ça aussi, même chose, c'est pas un sujet qui me tient éveillée la nuit. Donc, évidemment, ça m'a pas tenue en haleine lors de la lecture du livre. Mais très bon et que je conseille si vous avez envie d'en savoir plus sur la Russie et sur Poutine, ou si ce qui se passe en ce moment en Ukraine vous interpelle et vous demandez mais pourquoi la Russie s'est embarquée là-dedans, et ça donne des réponses assez intéressantes. Et le dernier livre dont je vais parler, ça fait combien de temps que je parle, moi? Ça fait 21 minutes. Damn. Ok. Le dernier livre dont je vais parler, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck, qui est un livre de développement personnel de Mark Manson. Je sais même pas qui est ce mec, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de blogueur, un mec un peu influent sur les réseaux sociaux. Pourquoi je le lis? C'est toujours dans le cadre du Bad Book Club. Parce qu'en fait, j'avais vu un tweet où quelqu'un montait une photo d'une table dans une librairie où tous les livres de développement personnel avaient le mot fuck, shit, tous les swear words américains. Et ça montrait bien que ce livre, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, avait créé une tendance dans les livres de développement personnel un peu edgy, un peu genre ah ouais, on fait du développement personnel mais on utilise des gros mots, attention. Et donc, voilà, j'étais assez curieuse de savoir comment ce livre avait réussi à être aussi populaire. Moi, j'aime pas du tout les livres de développement personnel, mais ça m'intéressait de comprendre un peu cette tendance du néo livre de développement personnel un peu edgy, quoi. Et alors, le lire, ça c'est... Enfin, pour être totalement honnête, je l'ai feuilleté numériquement sur ma tablette. J'ai lu des passages un peu plus sérieusement que d'autres, mais je dois avouer que j'ai pas réussi à le lire sérieusement parce que j'étais très énervée de temps en temps. Je trouvais que c'était vraiment très agaçant comme lecture.
Alors déjà, je trouve que les Américains ont un rapport à leur langue qui est dingue parce on a l'impression d'avoir des adolescents qui, à chaque fois qu'ils utilisent un gros mot, et ben en fait, font quelque chose de dingue. J'ai l'impression qu'en français, on jure tellement facilement qu'en fait, c'est pas... ça ne crée aucun plaisir, ça ne crée aucune sensation d'utiliser une insulte. Enfin, une insulte, bah putain, merde, fais chier, quoi. Alors que les Américains, mais c'est genre waouh, j'ai utilisé le mot shit et fuck. Wow. On voit il a l'impression de faire quelque chose quoi à chaque fois, donc il fait un peu des passages un peu sérieux et à la fin il résume le passage en utilisant 2-3 gros mots et on voit que ça l'électrise quoi. Ça m'a vraiment énervée, donc je passais vraiment régulièrement ces passages-là. Le deuxième truc qui m'a énervée, c'est que à la fois c'est une bonne idée, une bonne prise de parti, c'est que il dit ah mais tu n'es pas différent, il faut pas essayer d'être quelqu'un d'exceptionnel, à l'inverse il faut essayer d'être le médiocre, d'accepter sa médiocrité et de faire sa médiocrité bien. Donc c'est un mode de pensée qui est assez rigolo par rapport au livre de développement personnel où l'idée c'est de se développer. Là l'idée c'est non, tu vas accepter et pas être untitled et tout ça. Donc il y a un grand passage où il dit oh non il faut se contenter de ce qu'on a, il faut not give a fuck. Et ce qui est assez rigolo, c'est que tous les prémices de ce livre, c'est un peu de se dire ouais, on fait un peu les choses différemment, je vais pas vous dire ce qu'ils vous disent dans les autres livres, je vais pas essayer de vous motiver à faire des trucs de dingo, mais je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Et en fait, on se rend compte assez rapidement que ce qu'il fait, c'est qu'il met une forme un peu edgy, un peu oulala, j'utilise des gros mots, sur des connaissances, des idées que l'on a chez les stoïques grecs, chez les bouddhistes, je sais pas, dans d'autres sortes de grandes philosophies de vie qu'on a depuis 500 ans avant Jésus, même dans la Bible, il y a des grands passages qui sont vraiment des relectures de l'Ecclésiaste, mais une relecture un peu edgy, un peu waouh, où je suis un grand rebelle et tout ça. Et donc ça m'énerve qu'ils disent ah mais on va faire les choses différemment, je vais te dire les choses telles qu'elles sont et tout, alors qu'en fait il répète ce qui est dit depuis 2500 ans quoi. Il n'invente pas la roue là, ça c'est sûr, mais il rajoute une petite layer quoi de edginess. Désolée, il y a tout l'anglais qui ressort, mais comme je le lis en anglais j'ai les mots en anglais qui reviennent. Et donc, ça m'a un peu énervée parce que j'étais là genre, mais mec, là, t'es en train de citer Bouddha, quoi. C'est pas dingue. Ne dis pas que tu dis les choses différentes que les autres parce que tu dis exactement la même chose que tout le monde. Mais à vrai dire, Bouddha ou Épictète ou Marc Aurèle ou l'Ecclésiaste dans la Bible, ils ont pas tort. Ils ont même vachement raison. Et le truc, c'est que c'est un peu mon côté snob et c'est un peu mon côté étude littéraire qui est que j'ai tendance à penser que autant lire les philosophes originels, autant lire Marc Aurèle, autant lire ces grands philosophes de la volonté, quoi, de l'authenticité, de qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce temps, quoi. Et ce qui est le plus drôle, c'est que mon mari est en train de lire Schopenhauer en même temps, donc lui, il lisait un peu l'original, le truc stylé, et moi, j'étais en train de lire la version américaine des années 2020. Et en fait, c'est un peu snob de ma part, parce que c'est pas évident de lire Schopenhauer, c'est même horrible. Enfin, je suis très impressionnée par Marc, mais là, c'est un peu snob de ma part. Et en fait, j'étais un peu énervée au beau milieu du livre, et ben, je me suis dit, mais enfin, Léa... c'est un peu du mépris quoi ce que tu as. Il y a plein de gens qui vont pas se chauffer à lire Marc Aurèle ou Schopenhauer et c'est déjà pas mal qu'ils aient peut-être un outil comme celui de The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en fait en ce moment je cherche un job et ça m'amuse pas du tout. C'est pas très agréable de chercher un emploi, je trouve. Enfin, je connais peu de monde qui aime bien chercher un job. Et je me suis retrouvée à lire des passages en me disant « Waouh, c'est vachement important de se répéter ça, c'est vraiment... » Je me suis sentie touchée par ce que le mec disait, malgré moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les livres de développement personnel que j'aime pas trop, et ben en fait, ils ont ce rôle-là où ça permet... c'est une sorte de magma de pensée assez commune, mais
qui est sympa à relire de temps en temps pour, je sais pas, pour se rassurer ou pour se donner des forces ou pour se donner une sorte d'inclination vers telle ou telle activité ou comportement. Et donc ça m'a rappelé une sorte de plaisir que clairement j'ai pas parce que j'aime pas trop le développement personnel, mais que je peux comprendre, qui est de chercher un peu une sorte de pensée assez simple sur comment vivre sa vie. Donc finalement, je trouve quand même pas ça un super bouquin. Je vous le conseille pas. Si vous avez des livres de développement personnel à me conseiller parce que vous considérez qu'ils sont un peu mieux écrits ou qu'ils sont un peu plus profonds ou qui vous ont vraiment touché, franchement avec plaisir, parce que j'ai quand même un peu changé d'avis en lisant ce livre. Mais clairement, je vous conseille pas celui-là en particulier. Je suis sûre qu'il y a des livres de développement personnel qui sont mieux que ça. Voilà, je finis avec ces livres. Là, en ce moment, je lis un livre sur McKinsey parce que j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui sont soit dans des cabinets de conseil, soit chez McKinsey en particulier. Donc, je voulais lire un livre de deux journalistes qui ont investigué sur cette grande entreprise. Et peut-être je vous en parlerai le mois prochain en faisant un petit récap de tout ce que j'ai lu au mois de, je sais pas, février-mars. On verra bien ce que ça donne. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à présent. Et je mettrai évidemment le lien vers ce que je suis en train de tricoter en ce moment, évidemment. Et puis je vais mettre le lien de tous les livres si ça vous intéresse. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà lu les livres, mais aussi si vous aimez bien ce format en particulier, ça m'intéresse aussi de savoir quels sont vos retours. Et je vous souhaite de bien tricoter et d'être bien dans votre corps et bien dans votre esprit. Bonne journée!